dominé l'Australie préhistorique durant des millions d'années. Des prédateurs géants, des oiseaux carnassiers et des marsupiaux carnivores. Telle est la théorie du paléontologue Steve Rowe. Mais elle suscite quelques interrogations chez ses confrères. Comment le pays des kangourous et des koalas a-t-il pu donner naissance à des prédateurs préhistoriques? Steve Rowe va donc devoir prouver sa théorie. Grâce à la science, à la mécanique et à l'infographie, il compte bien percer les secrets des super prédateurs australiens. Ce crâne est-il celui d'un tueur préhistorique? Pour Steve Rowe, cela ne fait aucun doute. Voici le crâne d'un mammifère prédateur de haut vol. C'est la machine à tuer la plus performante de tous les temps. Ce crâne appartient à une espèce qui aurait semé la terreur dans le bush australien il y a près de 2 millions d'années. Son nom, le Thylacoleo carnifex, ou lion marsupial. Le Thylacoleo était taillé pour s'attaquer à de gros animaux. C'était un grand carnivore. Mais pour Steve Rowe, le Thylacoleo carnifex n'était pas le seul grand prédateur préhistorique australien. 12 millions d'années auparavant, il existait une famille de prédateurs encore plus impressionnante. Les Dromornis stirtoni, surnommés les oiseaux tonnerres. Cette famille comprenait les plus grands oiseaux ayant jamais existé. Ils pouvaient peser jusqu'à 500 kilos et mesuraient 3 mètres de haut. C'étaient de véritables monstres. Steve Rowe a consacré près de 10 ans de sa vie à tenter de prouver que le lion marsupial et cet oiseau géant étaient des prédateurs. C'est même devenu le but de ses recherches. Et s'il a raison, c'est toute l'histoire de l'Australie préhistorique qu'il faudra repenser. Pas étonnant donc que la plupart de ses confrères restent sceptiques. Pour eux, ces animaux n'étaient pas bâtis pour la chasse. Le lion marsupial ne possède pas les dents d'un super prédateur. Selon eux, ces prétendus monstres étaient de paisibles herbivores. À mon avis, c'étaient des herbivores. Et j'en veux pour preuve l'absence d'éléments qui suggéreraient une quelconque adaptation carnivore. Ces soi-disant prédateurs n'auraient pas, disent-ils, trouvé de quoi se nourrir dans la nature australienne, particulièrement inhospitalière. Le décor est donc planté pour une joute scientifique sans concession. Et Steve Rowe n'a pas l'intention de renoncer à sa théorie. C'étaient des prédateurs remarquablement adaptés à l'environnement australien. Qui a raison? Et si c'est Steve Rowe, comment compte-t-il le prouver? C'est ici que tout va se jouer, dans le bush et la forêt qui recouvraient autrefois l'Australie. Il va devoir remonter 25 millions d'années en arrière et couvrir 2 périodes préhistoriques charnières, le Miocène et le Pléistocène. Ces époques se situent après la disparition des dinosaures et avant l'apparition de l'homme. Dans l'hémisphère nord, c'était le règne des animaux géants, comme le mammouth laineux et le tigre à dents de sabre. Mais ces créatures gigantesques n'ont jamais réussi à atteindre l'Australie en raison de son éloignement. Des dizaines de millions d'années de dérive continentale ont en effet coupé l'Australie de l'Amérique et de l'Antarctique auxquelles elle était autrefois rattachée. Une faune propre à l'Australie a ainsi vu le jour. Mais pour certains scientifiques, la vie ici était réduite à sa plus simple expression et aucun prédateur n'aurait pu y survivre. Qui plus est, les fragments d'os qui ont pu être retrouvés ne vont pas vraiment dans le sens de la théorie de Steve Rowe. Voici pourquoi. Les fossiles nous apprennent que l'Australie préhistorique a vu naître un groupe de mammifères bien particulier, les marsupiaux, qui ne se développent pas dans l'utérus maternel, mais dans une poche ventrale. Si Steve Rowe se rend souvent aux Otaronga de Sydney, c'est parce que les marsupiaux existent encore de nos jours. Et la plupart d'entre eux sont herbivores. Le koala, par exemple, illustre parfaitement le casse-tête auquel il est confronté. Car en plus d'être un marsupial herbivore, le koala est également le plus proche parent du lion marsupial.
Si on retrace les origines du koala et du lion marsupial, il y a 25 millions d'années ou plus, on va tomber sur un ancêtre commun qui était herbivore. Mais est-ce que cette parenté avec un herbivore exclut la possibilité que le lion marsupial puisse être un prédateur? Si l'on en croit l'écologue sud-africain Anthony Milewski, la réponse est oui. Pour lui, le lion marsupial ne possède pas les caractéristiques biologiques du superprédateur. Les superprédateurs, comme les grands félins, ont un métabolisme et une reproduction rapide qui exigent de grandes quantités de nourriture. Mais ce n'était pas forcément vrai des prédateurs australiens. Si on se base sur ses cousins actuels, le lion marsupial devait avoir un rythme de vie relativement tranquille, des déplacements et un métabolisme assez lent, et une tendance à la somnolence, comme le koala. Quant à l'oiseau tonnerre, il était au moins aussi étrange. Incapable de voler, il a longtemps été considéré par les scientifiques comme apparenté aux oiseaux terrestres actuels, comme l'autruche. Le paléontologue Peter Murray a consacré sa vie à l'étude de ces oiseaux géants. Ils avaient des petits moignons d'ailes, un long cou et de longues pattes. Tout semblait indiquer qu'ils s'apparentaient à des animaux comme les moas, ou éventuellement les émeus ou les autruches. Et pourtant, il s'est avéré que les oiseaux tonnerres n'étaient pas du tout apparentés aux émeus, ni même aux autruches. Curieusement, leurs plus proches parents sont les canards actuels. De même que le koala, le canard peut difficilement faire figure de cousin de superprédateurs. Une fois de plus, Steve Rowe se trouve donc confronté à des indices qui ne coïncident pas avec sa théorie. Pour l'aider à découvrir la véritable nature du lion marsupial et du dromornis, il a donc décidé de faire appel à l'informatique. Il a ainsi recruté plusieurs infographistes de ce studio d'animation de Brisbane. D'habitude, ceux-ci créent des effets spéciaux pour les spots publicitaires, les vidéoclips ou le cinéma. Mais Steve Rowe leur a confié une mission beaucoup plus insolite. Utiliser leur savoir-faire pour redonner vie à ces deux espèces disparues. On appelle ça la biomécanique. En étudiant la façon dont ces animaux bougent, le paléontologue espère découvrir des indices sur leur mode de vie et, pourquoi pas, sur leur technique de chasse. Sous la houlette du scientifique, les infographistes vont prendre en compte divers paramètres, allant de la taille des os fossilisés aux performances physiques d'animaux actuels. On va aller dans un zoo pour observer la façon dont ces animaux se déplacent, réagissent et chassent. Ensuite, on revient au studio et on essaie d'incorporer ça à notre travail. Les infographistes sont avides d'informations. Le crâne représente environ 20% de la taille du corps. Si vous aviez d'autres informations comme ça, ce serait fantastique. Mais obtenir des informations n'est pas simple, car il ne subsiste aujourd'hui que peu de vestiges de l'Australie préhistorique. Le paléontologue et son équipe sont donc confrontés à un défi de taille. Il va leur falloir faire parler les pierres, ou presque. Ils vont devoir tirer le maximum d'informations de fossiles comme ceci. Steve Rowe se rend donc à l'Australian Museum de Sydney afin d'avoir accès aux fossiles de lions marsupiaux ayant été découverts dans le pays. Ce squelette a été trouvé en 1966 par des habitants qui construisaient une route dans une zone isolée. Malheureusement, le sol australien n'a conservé que peu de traces du lion marsupial. Et l'Australian Museum conserve jalousement l'un des spécimens les plus intéressants. Un squelette quasi complet découvert en 1966 en Nouvelle-Galles du Sud, dans une zone reculée de la région de Moray. Donc, avant 1966, tout ce qu'on avait sur le Thylacoleo, c'était des crânes. Et quelques os. Des fragments par-ci par-là. Oui, ça c'est le premier spécimen intégral de Thylacoleo qu'on ait découvert. On a quoi, 80-90% du squelette? Et tous les morceaux principaux. Mais depuis 30 ans, ce squelette n'a pratiquement pas été touché, et il n'a encore livré aucun de ses secrets concernant le mode de vie du lion marsupial.
Avec l'aide de ses confrères, Steve Rowe a bien l'intention de tirer de nouvelles informations de ces fragments anciens. Un jour, il faudra nettoyer tous ces morceaux et les classer. Ensuite, on y verra sûrement plus clair. Le lion marsupial, ou Thylacoleo carnifex, a connu sa première heure de gloire en 1859, grâce au paléontologue anglais Sir Richard Owen. Ce dernier, qui est surtout connu pour avoir inventé le terme dinosaure, pensait avoir découvert un nouveau type de prédateur. Il était persuadé d'avoir affaire à un animal de grande taille, d'où le nom Thylacoleo qui signifie lion à poche. Mais ce nom est trompeur, car le Thylacoleo n'avait rien d'un lion. En tant que marsupial, il n'appartient pas non plus à la famille des félins. Pourtant, le paléontologue britannique était convaincu qu'il jouait un rôle similaire à celui d'un lion dans l'Australie préhistorique, et qu'il devait avoir la même taille. Mais lorsque les scientifiques ont examiné le squelette de Moray en 1966, ils en ont conclu que le Thylacoleo était beaucoup plus petit que les lions actuels. Le squelette qu'on a découvert à Moray dans les années 60 appartenait à un animal qui était grosso modo de la taille d'un léopard. Les scientifiques en ont donc déduit que tous les Thylacoleo étaient de cette taille. Les estimations sont donc revues à la baisse. Un léopard pèse en effet dans les 50 kilos, soit le tiers du poids d'un lion adulte. Et certains experts pensent même que le lion marsupial ne devait peser qu'une vingtaine de kilos. 20 kilos, ce n'est même pas le poids d'un gros chien. Pour évaluer la taille et le poids des animaux fossiles, on mesure la circonférence de la partie supérieure des os de leurs pattes. En effectuant ces mesures sur le lion marsupial, Steve Rowe obtient des chiffres surprenants. Le poids moyen de l'animal serait de plus de 100 kilos. Puisque les chiffres ne collent pas, serait-il possible que les autres paléontologues aient fait totalement fausse route ? Et ces résultats contradictoires ne sont pas sans poser quelques problèmes aux infographistes de Brisbane. Le poids influence le rythme du mouvement. S'il est trop saccadé, l'animal n'aura pas l'air vrai. La question de la taille et du poids est importante pour déterminer la manière dont l'animal se déplaçait. Sans données précises à ce sujet, le lion marsupial est condamné à rester au stade d'ébauche virtuelle. C'est pourquoi Steve Rowe aimerait bien régler le problème une fois pour toutes. Pour ce faire, il aborde la question sous un angle nouveau. Il décide de mesurer la taille de la cavité cérébrale pour la comparer à celle d'animaux actuels. Une idée presque tombée du ciel. Je feuilletais une très vieille revue dans laquelle il était question du cerveau du lion marsupial. Et ce cerveau était étonnamment gros. Ce qui veut dire ou bien que le lion marsupial était l'Einstein des marsupiaux, ou bien que c'était un animal beaucoup plus gros qu'un léopard. Les mesures de la cavité cérébrale constituent une toute nouvelle technique scientifique. Et les résultats obtenus confirment que le Thylacoleo devait peser dans les 100 kilos. Il s'agissait donc bien d'un animal massif et musculeux. Le Thylacoleo n'était pas bâti pour s'attaquer à de petites proies. Il était taillé pour jouer dans la cour des grands. Un autre squelette de lion marsupial semble confirmer la théorie de Steve Rowe. En 1969, soit 3 ans après les fouilles de Moray, le biologiste Rod Wells et son équipe ont fait une découverte fabuleuse à Naracoorte, dans le sud de l'Australie. Au cœur d'un gigantesque dédale de grottes, Rod Wells a découvert des fossiles d'animaux datant de 400 000 ans. Vous avez donc découvert ça il y a 30 ans. Ça a dû être un grand moment. L'un des plus grands moments de ma vie. Je me souviens encore de l'instant où je me suis glissé entre les fissures pour déboucher dans ces grottes fantastiques. En plus, le sol était recouvert de sédiments qui semblaient ordinaires, mais qui en fait regorgeaient de fossiles de marsupiaux disparus. Ces animaux se sont retrouvés pris dans un piège naturel. Tombés par un trou dans le plafond de la grotte, les malheureux étaient voués à une mort certaine. Certains de ces animaux n'avaient encore jamais été vus dans leur intégralité. Il y avait des crânes complets posés en surface, donc ça a été un moment inoubliable.
Et Rod Wells n'était pas au bout de ses surprises. Parmi ces restes parfaitement conservés dans le calcaire se trouvaient une patte et une griffe de Thylacoleo. J'ai regardé à mes pieds et j'ai vu ce crâne de Thylacoleo. Il y avait aussi une patte avant, en fait les deux pattes avant, mais les os avaient été soudés par les ruissellements du plafond. La calcite les avait soudés. C'était la première fois qu'on voyait une patte avant entière et articulée de cet animal fabuleux. À l'extrémité de ses pattes avant se trouve un pouce terminé par une griffe acérée. Pour Rod Wells, la découverte de cette griffe prouve sans aucun doute possible que le lion marsupial était bien un redoutable prédateur. Chez cet animal, on voit bien la formidable capacité des pattes avant à agripper. Et bien sûr, ses membres étaient très puissants pour pouvoir attirer les proies à lui. Ou les mettre à terre. Absolument. Et pourtant, malgré la présence d'un appendice aussi tranchant qu'une lame de couteau, de nombreux experts continuent à douter du statut de super prédateur du lion marsupial, et ce, principalement en raison de ses dents. Le Thylacoleo possédait de grosses molaires appelées dents carnassières. Ce sont des dents postérieures qui servent à couper la viande. Pour Steve Rowe, la taille et la forme des carnassières prouvent que l'on a affaire à un gros mangeur de viande. La longueur et la grosseur de ces dents donnent une bonne idée de la quantité de viande consommée. Et chez le lion marsupial, ces dents sont extrêmement larges, beaucoup plus larges que chez les félins actuels. Les détracteurs de Steve Rowe reconnaissent que les dents carnassières sont la marque d'un carnivore. Mais est-ce que cela fait pour autant du lion marsupial un super prédateur? Les lions actuels détiennent peut-être la réponse à cette question. Au zoo de Sydney, Steve Rowe rencontre David Pepper Edwards, un spécialiste des lions qui lui confirme que ces félins sont bien les plus grands prédateurs du monde animal. Leur arme principale, une paire de canines en forme de lame de sabre. Mais comment les lions utilisent-ils leurs canines? Quel est le rôle des canines dans la mise à mort? Les canines servent à attraper. Les lions vont soit attraper leur proie à la gorge pour l'asphyxier, essentiellement les gros animaux, soit l'attraper au niveau du museau, ce qui va empêcher la proie de respirer et l'étouffer petit à petit. Donc ils frappent soit à la gorge, soit au niveau du museau. Les canines agissent donc comme des crochets qui permettent au lion de blesser ou d'asphyxier sa victime. Ce sont elles qui contribuent à faire du lion un super prédateur. Contrairement au lion, le Thylacoleo avait, lui, de petites canines. À la place, il possédait de longues incisives antérieures dont on ne trouve pas d'équivalent chez les mammifères prédateurs actuels. L'écologue Anthony Milewski s'est lui aussi penché sur le cas du lion marsupial. Et il est convaincu que ses dents ne sont pas celles d'un prédateur. Le premier attribut d'un super prédateur, ce sont ses canines, qui sont de longues dents acérées. Or, ici, elles brillent par leur absence. Quant aux incisives, dont certains suggèrent qu'elles auraient pu faire office de canines, elles sont trop peu pointues pour avoir pu jouer ce rôle. Anthony Milewski reconnaît cependant que le lion marsupial devait manger de la viande, sans pour autant être un super prédateur. Mais dans ce cas, comment trouvait-il sa nourriture? La réponse pourrait venir du comportement d'un animal qui devait figurer en bonne place au menu du Thylacoleo, le kangourou. Lorsqu'une femelle kangourou est pourchassée et en danger, elle jette son petit hors de la poche ventrale, ce qui est une façon de se débarrasser du prédateur en lui donnant quelque chose. Si les kangourous de la préhistoire agissaient de même, le Thylacoleo n'avait pas besoin de les attraper. Il lui suffisait de leur faire peur pour obtenir de quoi se nourrir. Mais l'hypothèse du Thylacoleo mangeur de bébés kangourous ne convainc pas Steve Rowe. Il reste persuadé que les dents de l'animal sont celles d'un chasseur. Cet animal était capable de tuer très efficacement grâce à ses dents.
Pour confirmer son hypothèse, le paléontologue va charger l'un de ses confrères, Colin McHenry, d'une mission un peu particulière. Construire une réplique de la mâchoire d'un lion marsupial afin de mesurer la force de celle-ci. Il faut voir cette structure noire comme un mécanisme externe qui va faire deux choses. Premièrement, simuler l'action des muscles des mâchoires en appliquant une pression verticale. Deuxièmement, simuler l'action des tendons au niveau des articulations de la mâchoire. Cette pièce articulée permet de maintenir le tout, ce qui est aussi le rôle des tendons. La machine est capable de mesurer précisément la force nécessaire aux mâchoires pour produire une morsure mortelle. Mais si la pression est trop forte, elle risque d'écraser le crâne. Les deux paléontologues introduisent entre les mâchoires articulées un wallaby mort, renversé par une voiture. Donné par l'Australian Museum, l'animal pèse une trentaine de kilos. « 30 kilos, ça serait une petite proie pour un lion marsupial. » Les mâchoires se referment implacablement sur le cou du wallaby. Et le résultat est surprenant. En fait, les incisives sont passées sous la trachée et l'ont complètement écrasée. Mais comme la trachée était toute petite, la chair n'a pas été perforée. À la différence des canines d'un lion, les incisives du lion marsupial ne blessaient donc pas sa victime. Mais en exerçant une pression énorme, elle provoquait le même résultat final, l'asphyxie. Cette expérience a ainsi permis d'apprendre que les incisives du lion marsupial pouvaient à elles seules exercer une pression de 200 kg. C'est l'équivalent de 2 hommes costauds appuyant sur un burin posé sur votre cou. Cette pression équivaut à celle exercée par les mâchoires d'un lion. Cet animal était capable de morsures d'une puissance comparable à celle des grands carnassiers actuels. Mais l'expérience n'est pas terminée. Steve Rowe va maintenant pratiquer un autre test afin de mesurer la force. Ces molaires agissent comme des cisailles. Elles entaillent le bois en exerçant une pression de près de 460 kg, soit plus du double de la force d'un animal réputé pour ses redoutables mâchoires, la hyène tachetée. Je me doutais que ces mâchoires seraient puissantes, mais pas à ce point. Ça dépasse de très loin ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment extraordinaire. Pour lui, les tests sont concluants. Le lion marsupial était bien une machine à tuer très performante. Mais qu'avait-il à se mettre sous la dent? De quoi pouvait-il bien se nourrir? Pour certains spécialistes, les proies étaient trop rares à l'époque pour assurer la survie de gros carnivores. L'Australie n'aurait jamais pu abriter une mégafaune de superprédateurs. Aucun carnassier ne peut survivre sans proie. Et beaucoup d'experts ne sont pas persuadés que la chaîne alimentaire de l'époque ait pu subvenir aux besoins d'un carnivore comme le lion marsupial. Pour eux, il y a 2 millions d'années, à l'ère du Pléistocène, le continent australien était peu fertile et ne pouvait donc abriter que des espèces de petite taille. De gros animaux n'auraient jamais pu survivre. En bref, c'était une période de vaches maigres pour les superprédateurs. Il est possible que même durant le Pléistocène, l'âge d'or des animaux géants, il n'y ait pas eu suffisamment de proies en Australie pour des superprédateurs. L'Australie était peut-être trop stérile pour des espèces de grande taille, même si à l'époque, les autres continents abritaient de gros animaux comme les mammouths. Mais Steve Rowe n'est pas convaincu pour autant. La biologie, ce n'est jamais aussi simple. L'écologie non plus, d'ailleurs. Et on s'aperçoit que ce sont souvent les environnements les plus pauvres en ressources qui produisent les plus grands mammifères, herbivores et carnivores.
Aujourd'hui, pour trouver les plus grands mammifères terrestres vivants, il ne faut pas aller au Congo ou en Amazonie. Il faut aller dans le désert de Namibie ou dans le sud de l'Afrique. C'est là que vivent les plus gros éléphants du monde. L'Australie abritait donc peut-être plus de proies qu'on ne le pensait. En 1994, l'archéologue Judith Field a dirigé des fouilles à Cuddy Springs, en Nouvelle-Galles du Sud. Un lieu aride où il ne pousse que quelques buissons. Ces fouilles ont mis au jour les restes d'une vingtaine d'espèces du Pléistocène. Pour elle, c'est une preuve de l'importante biodiversité qui existait à l'époque. La diversité des espèces qu'on a trouvées sur ce site est bien illustrée par nos dernières découvertes. Cette année, on a trouvé une couche de fossiles extrêmement dense, sur une surface très réduite. Elle se compose essentiellement d'os de grande taille, notamment des tibias de kangourous géants. On a aussi trouvé des restes de crocodiles et de tortues géantes. Donc il s'agissait d'animaux vraiment gigantesques. Les découvertes de Cuddy Springs attestent donc de l'existence d'un large éventail de proies potentielles dans l'Australie préhistorique. Et ce, même dans des régions où la végétation était réduite en période de sécheresse. Si on a trouvé tout ça dans une zone aride, on peut penser que dans des régions plus tempérées du continent, on trouvait une biodiversité égale ou supérieure à celle-ci. Si Judith Field a vu juste, cet animal devait figurer lui aussi en bonne place sur le menu du Thylacoleo. Son nom, le diprotodon. Des nombreux ossements de diprotodon ont été découverts à Cuddy Springs. Pesant jusqu'à 3 tonnes, cet animal devait pouvoir rassasier même le plus affamé des lions marsupiaux. Un diprotodon adulte était à peu près de la taille d'un rhinocéros blanc. C'était le plus grand marsupial ayant jamais existé. Mais comment le lion marsupial s'y prenait-il pour chasser un animal pareil? Pour répondre à cette question, Steve Rowe se tourne une fois de plus vers son équipe d'infographistes, qui va tenter de redonner vie à l'animal. Pour vous, le diprotodon était la principale source de nourriture du lion marsupial? On n'a pas suffisamment d'informations pour affirmer ça, mais on est pratiquement sûr qu'il faisait partie de son menu. Le Thylacoleo est bâti pour le combat rapproché. Il est particulièrement doué pour chasser des animaux de grande taille qui ne sont pas très rapides. Grâce au travail des infographistes, les véritables caractéristiques du lion marsupial commencent à se dessiner. Ses pattes et son poitrail très musclé faisaient de lui un lutteur et non un coureur. Pour Steve Rowe, les pièces du puzzle se mettent en place petit à petit. Le lion marsupial ne chassait pas ses proies comme les félins actuels, mais il préférait leur tendre des embuscades. La partie avant du corps est très développée. Les pattes avant sont puissantes, le poitrail est large, le cou est assez long mais extrêmement musclé, avec des attaches très larges à la base du crâne. Et les mâchoires sont surpuissantes. S'il a raison, voici comment les choses ont dû se passer en Australie durant près de 2 millions d'années. Un lion marsupial a repéré une proie. Un énorme diprotodon. Soudain, il attaque. Ses puissantes pattes avant lui servent à immobiliser sa victime, tandis que ses redoutables mâchoires se mettent en action, brisant la colonne vertébrale ou écrasant la trachée de sa victime. Steve Rowe a donc réussi à dresser un portrait convaincant du lion marsupial en tant que chasseur féroce. Il a prouvé que l'Australie préhistorique abritait bien un mammifère super prédateur, ce que l'on pensait autrefois impossible. Mais il est persuadé que le lion marsupial n'était pas seul. Il pense qu'un autre super prédateur a existé avant lui. Un prédateur peut-être encore plus redoutable et plus terrifiant.
Ces gravures comptent parmi les plus anciennes que l'on connaisse. Elles sont l'œuvre d'un artiste aborigène ayant vécu il y a plus de 20 000 ans. Et elles représentent les traces d'un oiseau géant. Le folklore aborigène mentionne depuis toujours un grand oiseau régnant sur les forêts des temps anciens. Les conteurs le surnomment l'oiseau géant du temps du rêve. Steve Rowe, lui, préfère le désigner sous le nom d'oiseau tonnerre. C'est un oiseau gigantesque avec un bec tellement puissant qu'il aurait pu vous arracher un bras. Mais cet oiseau était-il vraiment un prédateur? Et si oui, comment s'y prenait-il pour tuer ses proies? Le paléontologue Peter Murray préfère pour sa part désigner l'animal sous son nom latin, le Dromornis stirtoni. Depuis 30 ans, Peter Murray est basé au cœur de l'Australie, à Alice Springs. Dans son petit laboratoire, il a accumulé une impressionnante collection d'os de Dromornis, dont chacun a été durement arraché au sol ingrat de l'outback australien. Pour lui, ces os ne sont pas ceux d'un oiseau de légende, mais malgré tout d'un animal extraordinaire. Il n'était pas suffisamment gros pour faire trembler le sol, mais il devait être d'une taille impressionnante. Voici l'une des reconstitutions de Peter Murray. Il s'agit de l'un des plus grands spécimens de la famille des Dromornis, un animal ayant vécu il y a 8 millions d'années. La tête, aussi grosse que celle d'un cheval, est terminée par un bec épais et recourbé. La cage thoracique est vaste. Quant aux longues pattes, elles pouvaient produire des foulées de 3 mètres. Après une étude détaillée de chaque partie du squelette de l'animal, Peter Murray en est arrivé à la conclusion que le Dromornis ne pouvait pas être un prédateur. Les oiseaux sont un vrai problème. Ils mangent tout ce qui leur tombe sous le bec, à la moindre occasion. Mais ils sont avant tout herbivores. Pour Peter Murray, le bec de l'animal n'était pas conçu pour déchiqueter de la viande, mais plutôt pour casser de petits végétaux, comme les noix. Cette grande mobilité du bec est caractéristique d'oiseaux qui triturent leur nourriture, qui la font circuler dans leur bec et qui, de cette façon, la préparent à être digérée. Grâce à sa taille, le Dromornis aurait ainsi pu atteindre les branches basses des grands arbres. C'étaient de loin les plus grands vertébrés. Ils pouvaient atteindre le feuillage des arbres, les fruits, les graines, les noix. Mais Steve Rowe n'est pas d'accord. Le Dromornis a une très large ouverture de mâchoire. Il peut ouvrir le bec très grand. Et cette caractéristique fait partie de la panoplie classique du prédateur. Pour Steve Rowe, la taille du crâne et du bec du Dromornis font clairement de lui un prédateur. Et pour prouver sa théorie, il se rend une fois de plus au zoo Taronga de Sydney. Ce Cacatoès à hubbe jaune compte parmi les plus grands oiseaux actuels originaires d'Australie. Son régime alimentaire se compose de graines, de graminées et de noix. Sa tête et son bec sont relativement petits par rapport au reste de son corps. Pour Steve Rowe, si le Dromornis avait été un herbivore avec le même régime alimentaire, la nature ne l'aurait pas équipé d'un crâne et d'un bec aussi gros. Avec un crâne de 7 à 8 cm, Elliot est capable d'attraper et de casser les plus grosses noix qu'on trouve en Australie. Si on pouvait, comme par magie, grossir Elliot jusqu'à la taille d'un Dromornis, sa tête deviendrait proportionnellement beaucoup plus petite par rapport au reste de son corps. Mais il serait malgré tout capable d'attraper et de manger les plus grosses noix qui existent ici. Si l'évolution a doté le Dromornis d'une grosse tête, c'est donc pour une autre raison, qui pourrait bien être la viande.
Mais Peter Murray a d'autres objections à cette théorie. L'importance du bassin et de la cage thoracique, ainsi que la corpulence générale de l'animal, indiquent qu'il devait avoir un gros intestin caractéristique des herbivores. Si les herbivores sont souvent imposants, c'est pour leur permettre d'absorber de grandes quantités de nourriture faiblement nutritive et de les transformer grâce à des bactéries. De plus, le Dromornis ne possédait pas de serre et sans doute pas de griffes. Ses pieds devaient plutôt s'apparenter à des sabots, rien de comparable aux attributs d'un oiseau de proie. Peter Murray est convaincu que ses pattes sont celles d'un oiseau capable de couvrir de longues distances pour trouver la végétation dont il se nourrissait. C'étaient de grands marcheurs qui devaient posséder un peu le même genre de démarche souple, rapide et efficace que les chameaux. Ils étaient obligés de parcourir de longues distances pour trouver sans cesse de nouvelles zones à brouter. Un point que Steve Rowe ne conteste pas. Je suis prêt à accepter l'idée que si le Dromornis consommait de grandes quantités de viande, il ne se les procurait peut-être pas de la même façon que les animaux actuels. Il y a des avis et des éléments contradictoires à ce sujet. Mais il est un dernier élément qui correspond encore moins au profil du superprédateur. Sa vue. Les yeux du Dromornis étaient situés sur les côtés de sa tête. Étant donné la grosseur de son bec, sa vision de face devait être quasi nulle, et ses yeux ne pouvaient converger vers un même point. On peut se faire une idée de ce qu'était la vision de cet oiseau en regardant son crâne. On voit que ses yeux sont dirigés latéralement, et on peut penser qu'il ne regardait jamais devant lui. Autant de détails qui poussent Steve Rowe à faire le point. Le Dromornis était bien un gros oiseau. La taille et l'ouverture de son bec peuvent suggérer un régime carnivore. Mais sans vision frontale, comment pouvait-il chasser? Va-t-il devoir renoncer à sa théorie et se rendre à l'évidence? Car la vue est un sens crucial pour un superprédateur. Et si Steve Rowe veut prouver que le Dromornis en était un, il va lui falloir expliquer comment l'animal pouvait chasser avec une vision latérale. Les prédateurs comme les félins, par exemple, ont une vision frontale, ce qui leur donne une excellente perception de la profondeur. Leur angle de vision en relief est de 130 degrés, soit plus que l'homme. Ils peuvent ainsi évaluer rapidement et précisément la distance qui les sépare de leur cible. Les oiseaux de proie, comme ce condor, ont également une bonne vision frontale et binoculaire, ce qui leur donne un angle de vision en relief de l'ordre de 20 degrés. Le Dromornis, pour sa part, ne possédait rien de tel. Avec sa vision latérale, il était obligé de tourner constamment la tête pour avoir une bonne vision en 3 dimensions. C'est ce que font la plupart des oiseaux actuels, à l'exception des oiseaux de proie. Si vous avez un canari ou une poule chez vous, vous les verrez souvent tourner la tête sur le côté, comme ça. Et les Dromornis devaient faire la même chose. Étant donné la forme de son crâne, le Dromornis devait s'accommoder d'un angle mort d'environ 40 degrés au centre de sa vision. Mais ce fossile pourrait bien éclairer d'un jour nouveau les recherches de Steve Rowe. Découvert sur un site reculé du nord de l'Australie, ce fragment unique est en fait l'empreinte d'un cerveau de Dromornis datant de 15 millions d'années. Il a été confié à Walter Bowles de l'Australian Museum. Il s'agit de l'empreinte d'un cerveau de Dromornis. Ce n'est pas le cerveau lui-même. C'est comme si vous aviez pris un crâne, que vous l'aviez rempli de pâte à modeler et que vous aviez ensuite retiré le crâne. Cette empreinte va ainsi livrer de précieuses informations biologiques qu'aucun os n'aurait pu fournir sur les sens de l'animal et ses capacités mentales. Ça modifie complètement l'idée qu'on se faisait de cet oiseau. Aucun squelette n'aurait pu nous apprendre ça.
Ce cerveau révèle notamment l'existence de bulbes olfactifs très développés, ce qui signifie que l'oiseau avait un odorat extrêmement performant. Si ces animaux utilisaient leur odorat pour se nourrir, il y a plus de chances pour qu'on ait affaire à des carnivores qu'à des herbivores. Ils étaient certainement capables de repérer leur proie à l'odorat plutôt qu'à la vue. C'était donc son odorat et non ses yeux qui guidaient le Dromornis vers ses proies. Cet oiseau n'était sans doute pas un chasseur, mais plutôt un redoutable charognard prêt à se battre pour une carcasse. Et en cas de conflit, il ne devait pas hésiter à se servir de son bec meurtrier. Steve Rowe est donc conduit à imaginer un autre rôle pour cet animal. Les Dromornis stirtoni n'entrent dans aucune des niches écologiques actuelles. Est-ce que c'était vraiment des oiseaux prédateurs géants? À ce stade, on peut le penser. Personnellement, je n'en suis pas sûr. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le débat est loin d'être clos et que ces oiseaux jouaient à l'époque un rôle différent. La théorie de Steve Rowe s'est donc révélée exacte, du moins en partie. L'Australie préhistorique était bien dominée par de gros carnivores à sang chaud. Le Dromornis n'était peut-être pas un prédateur tel que le lion marsupial, mais il s'en approchait. Le paléontologue peut être satisfait. Il est parti à la chasse aux monstres préhistoriques et il en a trouvé 2 gros. Mais si super prédateurs et charognards ont dominé ce continent durant des millions d'années, que leur est-il arrivé? La réponse est simple. Ils se sont éteints. Il y a environ 25 000 ans, tous ces animaux avaient en effet disparu. Et personne ne sait avec certitude pourquoi. Certains scientifiques pensent que l'extinction du lion marsupial et du Dromornis aurait coïncidé avec l'arrivée de l'homme. Les chasseurs aborigènes auraient peut-être privé ces animaux géants de leur proie et détruit leur habitat. Steve Rowe, pour sa part, avance une raison différente. Un radical changement de climat. Pour lui, les superprédateurs auraient été victimes des forces de la nature. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. En Australie en tout cas, l'ère des monstres s'était achevée. Mutaburasaurus, Pliosaure, Rhoetosaurus. Demain, nous verrons à quoi ressemblaient ces créatures appartenant à la préhistoire de l'Australie. Un voyage dans le temps organisé par Arte Découverte à partir d'études récentes menées par des paléontologues. En serez-vous ?